Merci Christine Visdouzen de nous recevoir pour cette superbe exposition. Je crois que cette femme vous a fasciné. Parlez-nous justement de ces aspects fascinants, cette femme libre et moderne. Ben, le premier des aspects, c'est que Antoinette Sasse, c'est la fondatrice du musée Jean Moulin, ainsi dénommé musée Jean Moulin, puisqu'elle a légué toute sa fortune et ses collections à la ville de Paris pour faire un musée ainsi dénommé. Le Conseil de Paris a accepté en décembre 1986. Alors je dirais on lui doit le premier acte d'Antoinette pour nous, c'est la fondatrice, c'est l'acte fondateur du musée. Ensuite c'est une femme aux multiples facettes, une femme éprise de liberté, une femme éprise de culture, très éclectique, parce que premier prix de piano, mais en même temps sa véritable passion, un peu comme Jean Moulin, sa véritable passion, c'est les arts, c'est la peinture. Elle est une bonne portraitiste, elle est reconnue à l'époque, puisqu'on a présenté dans la partie artiste les articles des revues spécialisées pour ses présentations au Salon d'automne, au Salon des Tuileries, etc. Elle fréquente beaucoup le milieu de Montparnasse et des peintres. Elle connaît particulièrement Chaim Soutine, Othon Frietz et Van Dongen, avec qui elle entretient même des relations affectueuses, plus distantes avec Léger, mais très tournées vers l'art, vers le monde de la musique. Elle a épousé le fils d'un compositeur de musique, Léo Sax, et qui fréquente le tout Paris de la musique, on voit ici dans les vitrines. À la fois des dédicaces sur le cahier de son livre d'or à elle, et les réalisations du compositeur Léo Sax, son beau-père, au Burgrave, etc. Son mari lui-même étant un comédien, en tous les cas amateur, pas professionnel. C'est un homme d'affaires. Et qu'en même temps, elle a un carnet d'adresses extrêmement nourri d'adresses prestigieuses. Elle, par exemple, fait partie des personnalités invitées lors de la venue du couple royal à Paris en 1938. C'est une femme moderne, très moderne, éprise de liberté, je l'ai dit, qui a du mal à divorcer. Elle a des ennuis conjugaux l'année où elle rencontre Paul Géraldi, l'écrivain, qui la conseille, qui lui témoigne de tendres sentiments et partagés. Et il lui conseille parce que la situation des femmes françaises à l'époque n'est pas si simple. Et divorcer, il faut l'autorisation du mari et du père. Oui, tout à fait. Compliqué. Donc ça n'est pas gagné. Sa sœur est aviatrice. Elle a son brevet de pilote, même au-delà, puisqu'elle elle a à son actif le raid Paris-Tananarive. Et qu'elle est recrutée par le deuxième bureau du ministère de la Guerre, parce que faisant des raids aériens au-dessus de l'Allemagne, il est intéressant de rapporter des renseignements pour le ministère de la Guerre. C'est là qu'elle connaît le colonel Groussard. Il y a eu des liens de toute la famille Cohn avec Groussard, puisque Suzanne, Antoinette, Emery font partie du réseau fondé par le colonel Groussard et André Devigny. Femme moderne, éprise de liberté, et qui a aussi le culte de son corps. Elle fait attention indéniablement à sa ligne. Elle est sportive, elle nage, on voit ses photos. Et comme elle skie très bien. Ben oui, pour l'époque, c'était autant d'atouts pour, séduire Jean Moulin réciproquement, parce que le monde des arts, le monde du sport. Beaucoup de parallèles. Ils ont en commun beaucoup de talents partagés. Tout à fait. Ne serait-ce qu'à commencer par le dessin et la peinture. La peinture, le dessin, elle est portraitiste, puisqu'elle réalise le portrait un petit peu comme Van Dongen, qui a réalisé beaucoup de portraits. Elle réalise le portrait de Marie-Rose Vibaud, qui est présentée dans ses relations, et c'est chez les Vibaud, les avionneurs, qu'elle rencontre Jean Moulin à l'automne 1936. Milieu des avionneurs, enfin tout se tient dans la vie d'Antoinette. Au fond, il y a des tas de clés. Elle
Elle réalise aussi, mais on ne l'a pas. On n'a pas pu le présenter. Le portrait de la fille de François de Tessin, qui est un diplomate, qui a été secrétaire général de Quai d'Orsay entre les deux guerres, et qui est un homme connu, proche de Roosevelt, et qui meurt en déportation à Buchenwald, un membre de Libération Nord, et François de Tessin, quelqu'un de très connu. Alors elle s'intéresse aussi à la culture, au monde des arts, de la musique, des lettres, tout en s'intéressant fortement à la vie de son pays, comme à la vie internationale. Et à la justice également, puisque c'est elle qui s'est penchée sur... Elle est missionnée pour cela. Et lorsqu'elle poursuit sa résistance en Suisse, parce qu'elle a été identifiée comme juive, en dépit de son certificat de non-appartenance à la race juive, à partir du certificat de baptême qu'elle s'est fait établir, et de sa fausse identité, puisqu'elle est très lucide quant à son temps. Elle appartient à une famille juive d'Europe de l'Est, qui a eu à pâtir sans doute des pogroms. Elle est très avisée, elle s'est fait réaliser une fausse carte d'identité en janvier 1940 au nom de Jacqueline Dunant. C'est dire ça, son réalisme. Et au printemps 1940, elle a du reste déménagé chez Im Soutine, de Civry-sur-Yonne. Elle l'a ramené à la villa de Seurat, alors que la compagne de Soutine, juive allemande, a été envoyée comme indésirable au camp de Gurs. Donc femme très impliquée. Très impliquée, comme très impliquée dans la résistance auprès de Jean Moulin. Elle est son assistante dans le Sud. Elle œuvre au même titre que les Manès, Henri Manès, le couple que Moulin a connu lorsqu'elle est au cabinet de Pierre Cotte, et qui sont dans le Sud d'abord à Cagnes-sur-Mer et ensuite à Bargemont, et qui qui offrent bien volontiers l'hospitalité aux résistants, aux clandestins, on le sait. Donc assistante précieuse qui l'aide aussi à coder, ce qui était rare. Et puis qui a aussi, elle a la multi-appartenance au groupe de résistance, parce qu'elle était une assistante de Moulin qu'elle rencontre aussi à Lyon, lorsqu'elle est missionnée par le général de Gaulle. Mais elle appartient aussi à ce réseau Gilbert, un réseau de renseignement et d'évasion qui travaille, qui a son siège en Suisse. Parce que Groussard, à force d'être interné, part en Suisse, et qui est là une base intéressante pour tous les mouvements de résistance. C'est-à-dire c'est une filière d'évasion pour tout résistant, pour chasser. Tout à fait. Alors elle enquête en septembre 1944, et elle est missionnée pour cela au titre de la DGER, et on a à son actif des découvertes immédiates, et où elle travaille de manière rapide et précieuse avec Laure Moulin, la sœur de Jean. Et les femmes se connaissaient. Bien sûr. Et elle œuvre intelligemment. Et puis parce qu'elle est aidée à la fois par la DGER, qui est le service de renseignement qui a succédé au BCRA, toutes les portes lui sont ouvertes. Donc avec Laure Moulin, elle est à l'origine des procès contre René Hardy. Tout à fait. On a la correspondance avec ceux qui témoignent, Léo Braque, André Lassagne, Lazare Racheline. Vous présentez là plein de choses, on ne va pas tout révéler, il faut que les gens viennent voir cette superbe exposition et découvrent justement toutes les facettes de cette femme fascinante, moderne, oui. Par très excellence. Moderne, qui ne s'est jamais remariée et qui ne voulait pas se remarier. Et une femme libre. Femme libre, éprise de liberté, éprise d'absolu. Éprise d'absolu et très exigeante avec elle-même parce qu'elle préparait une biographie sur Jean Moulin et qu'elle n'a jamais publiée. On a le tapuscrit, sans arrêt remis sur le métier parce que de son point de vue insatisfaisant ou peut-être parfois aussi rêvé. C'est pas impensable. Difficile, oui. Hein, mais on lui doit beaucoup. J'imagine. Elle est reconnue de son vivant, homologuée capitaine, chevalier puis officier de la Légion d'honneur. Et femme investie. Au lendemain de la guerre, elle continue de peindre. Elle est aussi investie par cette mission, faire reconnaître le grand homme. Tout à fait. Et vous avez poursuivi cette mission avec le musée et une mission d'histoire, faire œuvre d'histoire, pas devoir de mémoire. Non. Œuvre d'histoire avec des documents et gros travail qu'on ne pouvait faire que maintenant parce que dans le fatras que nous avait laissé Antoinette,
fallait tout identifier. C'était un travail de fourmi. Donc c'est un travail d'histoire avec l'équipe colossal. Ouais. Vous avez une bonne équipe et là, c'est là... C'était indispensable d'essayer d'identifier. Et avec le neveu et filleul d'Antoinette, à qui on doit d'avoir vérifié jusqu'à la dernière minute les documents. C'est superbe. En tout cas, bravo. On a beaucoup aimé la variété. C'est fabuleux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dominique Veillon, bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour la découverte de cette exposition magnifique sur Madame Sasse. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Vous êtes occupé de la partie artistique, je crois, de cette exposition. Alors, on s'est occupé un petit peu de toutes les parties, mais disons que comme je connaissais un petit peu la mode, Christine Lévis-Touzé m'avait demandé de superviser plus étroitement la mode. Et très vite, effectivement, je me suis rendu compte qu'Antoinette Sasse n'était pas ce qu'on peut appeler une femme à la mode, hein, mais c'était une femme de mode. Elle était très élégante et elle l'a été jusqu'à la fin de sa vie. D'abord, elle s'habillait chez les meilleurs couturiers, hein, toute jeune, hein, on la voit, il y a des photos toute jeune où elle est quand même tout à fait, pour le coup, à la mode de l'époque. Mais elle s'habille chez Jeanne Lanvin, qui était quand même un grand nom, hein, des années 20 et 30. Et puis, on la voit aussi s'habiller chez Maggie Rouff. Mais tout, jusqu'à ses accessoires, qui sortent des meilleurs faiseurs. Hein. Par exemple, la modiste Agnès pendant la guerre. Mais avant-guerre, c'était Rose Desca. Elle est chez tous ces... on la retrouve chez ces gens-là. Et curieusement, vous voyez, tout de suite à l'après-guerre, on la voit, pas curieusement, puisque c'est une cliente de Christian Dior. Et Christian Dior, tout de même, dans les années 45, quand c'est le cas ici, là c'est 51, c'est un peu plus tard, c'était fort cher les robes de Christian Dior. Et elle, on voit la facture, elle paie rubis sur l'ongle. Elle, compagne de Jean Moulin, elle l'a beaucoup aidé dans la partie artistique de ses activités. Elle a aidé Jean Moulin dans la partie artistique, effectivement, c'est-à-dire qu'elle ne tenait pas la galerie, mais comme elle avait un jugement esthétique sûr, Jean Moulin lui demandait par exemple d'acheter les tableaux. Mais ceci ne s'est passé que dans la dernière partie, à partir de février 1943. Mais c'est tout de même elle qui allait acheter les meilleurs tableaux, Valadon, Dufy. Elle a constitué la galerie de Romanin, de Jean Moulin. Bien sûr, puisqu'il y a eu l'ouverture d'une galerie et une inauguration. Il y a eu une inauguration. Alors pour la petite histoire, on avait mis évidemment un portrait de Pétain. Et au beau milieu de l'inauguration, le portrait de Pétain est tombé. Curieux hasard. Curieux hasard, exactement. Ce sont des choses qui arrivent, un mauvais accrochage. Voilà. Merci beaucoup.